Et coucou tout le monde, aujourd'hui une petite annonce, ce mercredi nous allons avoir un stream sur la chaîne Ketal TV, un stream intéressant car tout comme j'avais fait pour les Stitch Championship, ici pour le Ursula 7 Championship de la boutique Trollune, il se trouve que j'étais sur place en tant que juge, mais surtout il se trouve que j'ai enregistré plusieurs parties et donc ce mercredi à partir de 19h sur la chaîne Ketal TV, je vous mets le lien ici mais vous l'aurez aussi en description sous la vidéo, vous pourrez venir me voir commenter avec d'autres personnes, je ne sais pas encore qui ça sera, je ne sais pas encore s'il y aura une régie ou pas, mais on va donc commenter tous ces jolis matchs, en tout cas le best-of des matchs de ce set Ursula de Trollune. J'espère que ça vous plaira, on aura des belles games, je vous ai vraiment récupéré des matchs avec des decklists intéressantes, mais aussi des matchs où il y a un peu de compétition, et franchement il y a même une petite surprise au niveau des decks qui arrivent en top, tout ça, donc on en parlera à ce moment-là. J'espère que ça vous intéressera, j'espère que vous serez nombreux à venir me voir. Des bisous. Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui on continue les analyses de spoil, ça pleut littéralement des spoils tout le temps, en tout moment, donc on doit quand même avoir un bon rythme pour pouvoir s'occuper de tout ça. On a aujourd'hui un reveal très intéressant parce qu'on n'a pas moins de 5 légendaires du set qui ont été révélés dans un laps de temps assez court, donc on va avoir pas mal de grosses cartes et même pas mal de super rares et de rares en vrai à analyser. Il y a beaucoup de cartes où il y a des trucs à dire parce qu'il y a beaucoup de cartes qui me paraissent moins fortes que ce qu'elles semblent et à l'inverse des cartes qui me paraissent potentiellement intéressantes. On va, comme d'habitude, pas perdre trop de temps et commencer tout de suite avec une des cartes qui est très intéressante pour 9, le shérif de Nottingham. 5-9, 4 de l'or. Non seulement il a du texte en allemand, bon ça c'est pas très important, j'ai la traduction évidemment, mais ce que je veux dire c'est que non seulement il a soutien, ce qui peut être intéressant vu qu'il va partir à l'aventure avec ses 4 de l'or, il peut donner 5 d'attaque à des personnages et du coup mettre en place des trades ultra intéressants avec n'importe quel personnage sur le board, ça c'est vachement pas mal. Mais en plus de ça, la vraie capacité de ce personnage, c'est qu'il coûte 1 de moins pour chaque objet que vous avez en jeu. Et on le sait, les decks bleu-rouge, ou surtout pour moi les decks bleu-gris, ont tendance à avoir beaucoup d'objets en jeu. En bleu-gris, je veux dire, ce personnage-là, si vous avez 4 objets en jeu, il coûte 5, et en vrai, quand vous avez 5 d'encre, avoir 4 objets en jeu en bleu-gris, c'est pas si impossible que ça. Idem si vous avez 5 objets en jeu très rapidement, parce que vous avez poncé les glaces à l'eau et les sphères d'endurance, et ben au tour 4, si vous avez réussi à poser 5 objets en jeu dans les 3 tours d'avant, bah paf, vous pouvez mettre ce personnage là pour 4 et une 5-9 avec 4 de l'or. À ce tour là, c'est ingérable. Alors oui, il va se prendre un roi incontesté, blablabla, oui évidemment il y a des comptes, mais ils sont quand même pas très nombreux les contres à ce moment-là du jeu. 9 de vie, 5 d'attaque, c'est très compliqué à gérer. Je trouve ce personnage vraiment très intéressant, je pense qu'il pourrait être inclus en quelques exemplaires, surtout en bleu-gris. Bleu-rouge, c'est intéressant, mais je pense qu'il manque un petit peu d'objets, genre il manque en fait la sphère d'endurance, pour que ça soit si facile à mettre en jeu très rapidement. Je sais que certains bleu-rouges vont jouer des trucs dans la sphère de vitalité, tout ça, mais je pense que c'est pas assez bon en comparaison. Bleu-gris, par contre, il y a vraiment moyen de le jouer pour pas cher, et évidemment, avec 4 de l'or, le sous-fétiche fera des ravages. Un autre personnage à 4 de l'or qui fera beaucoup de choses. Nous avons pour 1 le petit Jean, pour 1 0,4, 1 de l'or. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand je disais que les lieux à 1 qui faisaient 1 de l'or, qui avaient 4 de vie, bah, c'était comme des 0,4, bah voilà, on a l'exemple. Sauf que l'avantage de ce petit Jean, c'est que lui, il peut décider de partir à l'aventure ou pas à chaque tour, et donc d'être attaquable ou pas à chaque tour. Contrairement aux lieux où ils font forcément du lore et ils sont forcément attaquables. En vrai, dans les faits, je pense pas qu'il sera joué. C'est des stats intéressantes parce qu'on n'avait pas encore ça dans le jeu, mais je pense vraiment que bah, si tu veux faire du rush, tu vas plutôt jouer d'autres personnages. Si jamais il y a un alter petit Jean vraiment intéressant, oui, je sais, il y a l'alternative de ça. Mais voilà, s'il y a vraiment des alters intéressants, ça pourra peut-être être joué, mais là, tel quel, non, j'ai pas grand espoir pour lui. Archimède, la chouette électrifiée pour 5, 1, 4, 2 de l'or. Alter 3, donc c'est cool parce qu'on a vu des Archimèdes un peu différents. Il y en a un autre aussi qui arrive un peu plus tard, je crois. Et donc, bah voilà, il y a quand même du shift à faire avec cet Archimède, plutôt efficace. Il est insaisissable, en même temps il vole, donc classiquement les trucs qui volent c'est plutôt insaisissable. Et il a offensive 3, j'ai Challenger 3, mais voilà, il a offensive 3. Et là, vient un problème. C'est qu'encore une fois, on est sur un personnage qui, à la fois, a une capacité offensive, mais à la fois a du lore aussi. Ce qui est cool avec cet Archimède là, c'est que c'est un insaisissable qui a 4 de vie, ce qui veut dire que les fracassés ne marchent pas, que les plus ardents que le feu des volcans c'est compliqué à les jouer, etc. Donc on pourrait se dire, ah il serait pas mal, mais en vrai j'aurais grave préféré qu'il ait 1 de l'or de plus et pas son offensive 3. Parce que l'offensive 3, tu n'as pas envie de t'en servir, t'as 2 de l'or et 4 de vie, t'as insaisissable. À un moment,
Tu veux juste partir à l'aventure, tu veux pas attaquer quelqu'un avec 4 d'attaque. Donc, un peu dommage d'Archimède, un peu trop mitigé dans ce qu'il veut faire et du coup pas assez efficace à mes yeux. L'armure de plate, c'est tout simplement l'amélioration, entre guillemets, de l'armure de souris du set 2, si je me souviens bien. Une armure qui, à l'époque, pour 2, pouvait mettre 1 de résist par tour, bah là, pour 4, et d'ailleurs, on met 2 de résist par tour, et c'est jusqu'au début de son prochain tour, donc ça commence à être assez costaud quand même. Ça peut être un très bon outil pour prendre du board. C'est comme si c'était un objet qui faisait 2 de soins par tour, sauf que, bah... Là, c'est quand on t'attaque, enfin c'est quand t'attaques ou on t'attaque, donc l'avantage par rapport aux soins, c'est que ça peut se faire 2 fois dans le même tour entier des 2 joueurs, plutôt que juste une fois, et surtout ça peut se faire aussi pour éviter justement des trades qui te one-shotteraient. Donc c'est le genre d'objet que j'aime bien, je trouve ça intéressant. Maintenant 4 non ancrables c'est quand même compliqué, et justement si on veut donner résistance à son board, c'est souvent pour prendre l'avantage sur le board. Et le problème c'est que si on passe son tour 4 entier à mettre juste ça, bah mine de rien, le board il n'y en aura pas des masses. Donc à voir. La belle Marianne, pour 6, une 4-5 avec un texte en allemand qui dit que quand on joue ce personnage, on met -5 d'attaque à un personnage adverse qu'au début de son prochain tour. J'aime bien les stats, elle est princesse, ce qui est intéressant. Je rappelle que les princesses, on commence à avoir des trucs sympatoches à jouer avec. 4-5 de l'or pour 6, c'est pas trop déconnant. Elle évite Ursula, pardon, elle évite Medusa, donc ça c'est plutôt cool. Elle évite pas le Kansu 1/22, ça c'est moins cool. Mais truc à faire, après, la capacité de mettre -5 à un adversaire jusqu'au début du prochain tour, c'est cool parce que ça veut dire que l'adversaire ne pourra pas vous attaquer dessus pendant son tour. En général, -5, vraiment, il n'y a pas grand monde qui a beaucoup plus que ça. Maintenant, bah, est-ce que ça sera suffisant? Faut voir. Il y a pas mal de choses là avec les princesses qui permettent de réduire la force adverse, et je me dis qu'un deck rush qui réduit continuellement la force de l'adversaire, bah c'est un deck rush qui tient plus longtemps à table, et c'est un deck rush qui peut peut-être gagner la victoire, donc, peut-être à voir. La reine, pour 4 non ancrables, à la tête du conseil. Une 3-2. Bon, 3-2 de l'or pour 4, bof. Hors d'atteinte, un peu intéressant. Et quand vous jouez ce personnage, on regarde les 3 cartes du dessus de notre pioche, et on peut révéler et placer dans notre main autant de cartes la reine que l'on souhaite, et on remet le reste des cartes sur notre pioche dans l'ordre de notre choix. Alors, on va en parler, mais d'abord je vais montrer la carte juste après, qui est une autre version de la reine, et on va en parler ensemble de ces deux-là. Parce que l'autre version, donc, pour 5, la carte est italienne, c'est une Alter 3, 2-6, 1 de l'or, avec aussi hors d'atteinte, et en gros, pour chaque autre personnage reine qu'il y a en jeu de votre côté... Ah non, chaque autre reine, donc la reine celle-là, hein, pas juste le trait reine, hein, non, qu'il y a en jeu, donc même de l'adversaire, c'est intéressant quand même à noter, ce personnage gagne plus 1 de l'or. Donc, le but, c'est de faire un deck, la reine, donc la méchante reine en l'occurrence. Et à partir de là, on réfléchit un peu aux reines qui sont jouables. On sait qu'en Ambre, il y a une reine en alter qui est très efficace. On sait qu'il y a la petite reine à 1 qui pourrait être utile aussi pour faire l'alter de celle-ci. En Saphir, donc on a 3 reines au total maintenant. On en a une bien en violet, celle du chapitre 1 qui permet de piocher. Il y en a une autre qui est pas folle. Il y a la reine en vert qui ne marchera pas dans ce genre de deck, je pense. On en parlera peut-être un peu plus tard avec une légendaire potentiellement. Donc clairement, j'imagine cette reine en bleu-jaune, et ça tombe bien, on a vu récemment un spoil, le fameux objet qui permet qu'à chaque fois que vous... Enfin pardon, qui permet qu'à chaque début de tour, si vous avez une reine ou une princesse en jeu, vous gagnez du lore. Mais en plus de ça, vous pouvez l'incliner et payer 2 pour regarder la carte du deck si c'est une reine, donc vous pouvez la mettre dans, votre main, c'est ça, la piocher en soi. Donc, le deck reine, on a pas mal de choses à faire avec. Et évidemment, plus le temps va avancer, plus on aura de ce personnage dans le jeu, et plus ça sera intéressant. Mais là, clairement, pour moi, le deck reine serait un deck bleu-jaune avec cet objet, avec les reines jaunes qui sont très jouées déjà en style song, par exemple. Et donc, il y aurait peut-être des trucs à faire. Mine de rien, ça commence à faire 5 reines différentes entre les bleus et les jaunes qui sont jouables, donc 20 cartes, donc un tiers de votre deck. Ça commence à faire des choses intéressantes quand même. Ça commence à pouvoir piocher des cartes, ça commence à pouvoir avoir des options. Maintenant à voir, comme d'habitude à voir... Ah non, ça fait 4, non, il y en a 4 en saphir et 2, donc ça fait 6, donc ça fait 24 cartes dans votre deck. Un peu plus qu'un tiers. Je pense que ce sera plus du tiers 2 ou du truc un peu thématique que vraiment du compétitif de ouf, parce que bleu-jaune, même si c'est une couleur sympa, faut faire du rush et donc c'est compliqué. Maintenant à voir. On continue avec Shenzi pour 3. Shenzi, c'est une 2-3, complice de Scar. Elle a insaisissable, et si jamais elle attaque un personnage qui est déjà blessé, elle gagne plus 2 d'attaque.
Encore une fois, insaisissable. L'avantage surtout, c'est de pouvoir partir à l'aventure sans se faire taper dessus. Les personnages offensifs avec insaisissable sont très rarement joués, à part des cas très particuliers du genre Peter Pan, qui va permettre tout simplement de gérer Diablo le tour où il arrive en jeu. Donc, il y a des cas où des personnages insaisissables offensifs ont un intérêt, mais souvent c'est qu'ils attaquent directement, sinon ça vaut pas le coup. On préfère faire autre chose avec. Et donc, tel justement Shenzi, je pense que malheureusement on n'a pas trop envie de faire des choses avec. Un peu dommage. Un peu dommage. J'aime bien l'illustration, cependant, je trouve vraiment que c'est la hyène la plus stylée, mais voilà, la carte ne vend pas du rêve. Pour 8, la rétrosphère, un objet assez intéressant. On avait emberlificotage, ensuite on a eu pauvres âmes abandonnées, pauvres âmes en perdition, si je me souviens bien. Et maintenant on a la rétrosphère, qui est un peu l'upgrade encore, parce que donc, emberlificotage, ça remonte des trucs à 1, ou à 2 peut-être, sinon ça remonte des trucs à 2 aussi. Pauvres âmes en perdition, ça remonte des trucs à 2. Ici, pour 1, puis pour 2, donc pour 3 au total, on peut remonter en main un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 3 ou moins dans la main de son propriétaire, de son joueur. Bon, ça peut être intéressant, genre voilà, tour 1 vous posez votre rétrosphère, tour 2 vous pouvez bannir la rétrosphère et remonter un truc embêtant de l'adversaire dans sa main. Maintenant, à voir si ça va être si utile que ça. Dans les faits, je suis pas si sûr que ça va être si utile que ça. C'est beaucoup de tempo employé pour enlever un peu de tempo adverse. À la limite, dans un deck violet qui veut vraiment jouer sur le long terme et donc empêcher les solutions en début de partie, peut-être. Mais bon, ça te bouffe quand même tout ton tour. Ça veut dire que tu arrives au tour 3, tu n'as toujours rien sur le terrain. Ça peut être problématique potentiellement. Donc, je sais pas trop. Après, remonter des trucs à 3 ou moins dans la main de son joueur, ça permet aussi de remonter des Madame Mime, qui elles-mêmes remonteront d'autres personnages. Donc, si on veut vraiment abuser des mimes, ça peut être intéressant. Mais vu que ça s'arrête à 3, on pourra pas remonter des Merlins, et ça, c'est un peu dommage. Donc, rétrosphère, un peu mitigé. Je pense pas que ça va être joué, même si, encore une fois, la carte est pas inintéressante. Elle apporte quelque chose, en fait. Archimède Hibo Exaspéré, lui il est un peu mieux pour le coup. Pour 3, une 2-2 insaisissable, on aime bien. Ça veut dire que vous la posez au tour 3, vous pouvez commencer à faire du lore directement derrière. Et si jamais il n'y a pas de gestion d'insaisissable ou de blast direct dans les decks d'en face, vous pouvez faire du taf. Maintenant le problème c'est que la méta a tellement été tournée autour de la gestion de Diablo. Je sais pas à quoi va ressembler la méta du chapitre 5, mais maintenant les gens ont ça dans les decks, ont ça dans leurs habitudes. Est-ce qu'ils vont les enlever ? Je suis pas sûr. Et le problème du coup c'est que cet Archimède il va prendre toute la haine que Diablo prend de son côté déjà. Mais surtout on voit la différence de puissance entre les deux personnages, entre l'autre qui altère, peut-être qu'il a carte de l'or mais qui pioche, et lui qui fait pas ça. Bon, c'est aussi la différence entre une commune et une légendaire, on le sait bien. Arthur, cette carte elle serait sortie plus tôt vraiment, j'aurais tellement ragé, tellement elle est forte. Pour 1 non ancrable, une 2-3 combattant. J'en ai déjà parlé en plus, je crois. Et en vrai, on avait déjà Félicia qui pour 1 était 3-1 combattant. Et c'était pas mal parce que tu te dis, ok, elle tape pas 3 dès le début, elle peut choper des trucs assez intéressants. Là, une 2-3 combattant, ça veut dire qu'elle prend l'intégralité quasiment du game des personnages à 1 en début de partie, quoi. Donc, vraiment pas mal. Après, combattant, c'est toujours un peu compliqué. Et surtout, dans la méta actuelle, je suis pas sûr qu'on ait envie de la jouer. Si jamais la méta recommence à jouer des personnages à 1 qui sont super forts et qu'il faut absolument gérer, là peut-être que cet Arthur va être incroyable. Mais sinon tel quel, je n'ai pas vraiment confiance en ce Arthur, je pense qu'il fera pas grand chose de beau pour le moment en tout cas, à part peut-être servir d'alter pour l'Arthur Floodboard. En parlant d'Arthur, on continue avec les Arthurs, parce qu'on a l'écuyer, l'Arthur pour 2-2-2 de l'or, c'est littéralement Aladdin du chapitre 1 en mieux. Gris a enfin ça, 2-2-2 de l'or pour 2. Et encore une fois, j'ai qu'un seul rêve, moi de mon côté, c'est de pouvoir recommencer à essayer de faire un deck avec que des personnages à 1 et à 2, toute la pioche violette du monde, et rêve bleu, etc. Et essayer juste de foutre le board de personnages à 2 et de se dire si l'adversaire il a pas de quoi gérer très très vite le board, et il va perdre. Donc ce serait assez rigolo d'essayer de faire ce deck là. Peut-être dans le chapitre 5 ça marchera, à voir. En vrai j'ai pas trop confiance, mais ça peut être rigolo. Alors, cette carte-là, on va en parler un petit peu, je pense. Le miroir du prince Jean. Pour 3 ancrables, cette carte a 2 capacités. Premièrement, moins intéressante, mais si vous avez un prince Jean, cet objet coûte seulement 2. Il ne coûte pas 3, il coûte que 2. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que le prince Jean, en fait, il coûte 3. Donc vous allez d'abord vouloir jouer le prince Jean à 3, puis ce miroir, mais du coup, vous le retardez. Ce qui est un peu dommage, parce que ce miroir est plus intéressant en étant joué au tour 3. Et donc, le miroir du prince Jean, à la fin de chacun des tours de votre adversaire, si jamais ils ont plus de 3 cartes en main, ils doivent défausser des cartes jusqu'à avoir 3 cartes en main. Alors, plein de gens se disent « Oh mon dieu, c'est abusé ». Je ne pense pas que ça soit abusé. Je pense que c'est une carte qui, à la base, a été créée pour donner de l'intérêt à remonter des cartes en main. Parce que si vous remontez des cartes de la main adverse et qu'il ne joue pas assez de cartes durant son tour, il va devoir en défausser.
Donc pour moi, c'est un peu ça l'idée. Parce que cette carte-là, elle arrive donc tour 3. Elle n'arrive pas tour 2 parce qu'il n'y a pas de Prince Jean qui coûte 1 pour le moment. Le jour où il y en aura un, elle sera vachement plus forte, parce que dès le tour 2, là par contre, ça commence à piquer un peu. Mais là, elle arrive au tour 3. Donc soit elle agit sur le tour 3 adverse, soit elle agit sur le tour 4 adverse. Ça dépend si vous êtes premier joueur ou pas. Si elle agit au tour 4, l'adversaire, il a commencé avec cette carte en main. Si à chaque tour, il pioche une carte, mais qu'il pose une carte en banque et qu'il joue une carte, ça veut dire qu'il a plus que 3 cartes en main. Donc elle ne sert pas. Littéralement. Si jamais il était deuxième joueur, si jamais donc vous êtes premier joueur et qu'il était deuxième joueur, à ce moment-là, bah, votre adversaire, il va avoir en effet 4 cartes en main. C'est-à-dire, au tour 3, il avait 7 cartes, il a pioché une carte mais enlevé 2 par tour. Donc ça veut dire qu'au final, il en a enlevé 3 en 3 tours. En plus, il a vu la carte, donc il peut essayer d'en jouer plus potentiellement s'il a plein de petites cartes. Et donc, à partir de ce moment-là, en effet, au tour 3, il va perdre une carte de sa main. Bon, on a vu mieux comme carte super incroyable. Certes, il y a des decks qui vont être embêtés parce qu'il y a des decks qui veulent profiter du début de partie pour piocher et pas trop jouer de cartes. Cette carte-là, contre bleu-rouge, dans une moindre mesure bleu-gris, est très efficace parce que ça force à jouer des cartes. Toutes les cartes du genre, justement, les fameux glace à l'eau, les fameuses sphères d'endurance, tout ça, bah c'est un peu embêtant parce que ça coûte pas cher, mais vous gardez des cartes en main, donc vous allez devoir en défausser plus tard. Ça peut être embêtant. C'est aussi une carte qui est intéressante si l'adversaire joue rêve bleu. Parce que si jamais il le vide pas sa main très vite, il va défausser pas mal de cartes. Maintenant, bon, contre gris, rêve bleu, tout ça, bon, il y a du pet objet, donc c'est moins facile de le mettre en place. Et du coup, ce miroir, bah à mes yeux, c'est pas si ouf. Parce que l'adversaire peut jouer autour. Alors c'est un peu embêtant, mais c'est pas si embêtant que ça. Et surtout, bah... il y a plein de decks, ils vont te regarder, ils vont dire bah ok, de toute façon je vais vider ma main, c'est mon gameplay de vider ma main, donc vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Donc, ouais, ce miroir, alors peut-être que j'aurai tort et que plus tard vous pourrez sortir ce clip de cette vidéo pour dire justement, bah voilà, je suis désolé, il fait tellement chaud, j'en peux plus. Donc voilà, Ketal, encore une fois, un avis foireux, c'est possible, et je vous encourage à le faire de toute façon, parce que c'est toujours rigolo un peu de voir les trucs, bah voilà, les tops et les flops, que je dois toujours faire d'ailleurs. Mais ce miroir, pour moi, sera testé au début et finalement ne restera pas dans les decks parce qu'il y a des match-ups où ça ne sert pas du tout et les match-ups où c'est utile, c'est des match-ups où t'as pas forcément tant de difficultés de ça à la base. Donc, un peu mitigé sur ce miroir du Prince Jean. Maintenant, il y a plein de gens qui l'adorent, bah écoutez, on verra qui a raison à la fin. Je prends les paris. Le Healing Touch pour 3, une action qui permet de enlever 4 dégâts d'un personnage et en plus de ça de piocher une carte. Donc c'est un soin à 4 puis on pioche une carte. Et évidemment, on va penser à réponse, mais la différence, c'est que réponse, même si elle coûte un de plus et qu'elle fait un soin de moins, elle peut piocher plus de cartes. Et surtout, derrière, c'est une 1-5 avec 2 de l'or. Bon, ça pose quand même d'autres soucis, cette bonne vieille réponse. Donc, le Healing Touch, bah, comme d'hab, les actions qui piochent une carte, c'est toujours mieux, hein, toujours plus intéressant. Mais à mes yeux, c'est pas assez. C'est une carte qui se remplace, mais c'est trop de perte de tempo en fait. Imaginez-vous, il faut avoir un personnage blessé à 4 pour que ce soit pleinement rentable. Et vous allez passer 3 encres à faire ça, donc potentiellement quasiment un tour entier s'ils sont en milieu de partie. Bah... ouais, non, ça me vend pas du rêve, ça me vend pas du rêve, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire avec. Je pense qu'il y aura mieux, je pense que réponse, définitivement, en nombre, écrase toutes les autres cartes de soins, c'est non négociable. Scroop du boudou. Pour 3, ceux qui ont la ref de ce que je viens de faire, franchement, bon courage pour l'avoir. Parce que d'une, je l'ai très mal faite, et de deux, c'est assez obscur. 3 non ancrables, 2-1, 2 de l'or, insaisissable, donc pas inintéressant comme stat à la base. Si vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 de plus pour bannir un personnage endommagé. Donc pour 6, vous bannissez un personnage endommagé, et en plus vous avez une 2-1, 2 de l'or. C'est pas mal, mais vous allez voir qu'il y a une légendaire dont on va parler plus tard, qui sera vachement plus intéressante. Mais... j'aime bien quand même parce que ça permet de gérer des gros personnages dans des decks dégâts directs. Et ça, bah ça fait assez plaisir. On avait déjà l'action justement sonner la cloche, qui permettait de faire un effet similaire. Maintenant on a des personnages qui arrivent en jeu tout en le faisant. Et qui derrière vont faire de l'or insaisissable. Vraiment, vert gris dégâts directs, chape 5, il y a un truc à faire. Parce qu'il y a tellement de moyens de rentabiliser vos dégâts directs et tellement de moyens de faire du rush à côté, avec des personnages qui vraiment vont avoir des gros stats grâce à ça. Je serais vraiment pas surpris que le deck il arrive à faire vraiment des siennes. On continue avec Anna. Anna qui combote très bien avec le Genia 7. Parce que cette petite Anna, pour 7, 4, 5 de l'or, Alter 4, qui est très intéressant. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand vous jouez le Genia 7 pour essayer d'incliner la table adverse en face, l'adversaire, il voit le génie, bah, il va peut-être pas incliner sa table.
Et donc, bah, votre Genie, peut-être qu'il va pas servir tout de suite. Mais du coup, si vous jouez le Genie et que le tour d'après, vous faites Setana, en alter ou pas, hein, et ben ça incline tout le board en face. Et donc, ça y est, c'est parti, vous avez incliné tout le board. Si l'adversaire n'a pas de quoi gérer le Genie, vous allez pouvoir faire la fête. Donc, la combo est compliquée à mettre en place, ça fait beaucoup non ancrable, je sais bien. C'est vraiment un truc de peintre, je pense que c'est vraiment pas efficace. Mais j'aime bien quand même l'idée, j'aime bien le fait qu'il y ait de l'inclinaison de toute la table, comme ça on est tranquille, on peut taper qui on veut. Mon seul regret, c'est que les personnages inclinés se redressent quand même au début du tour de l'adversaire, donc il faut en profiter tout de suite, sinon c'est trop tard. Donc il faut vraiment avoir la combo, c'est pas si simple à mes yeux. On a enfin un Simba Floodborn, let's go pour 6, 3, 5, 1 de l'or. Alter 4, on en parlait dans la vidéo précédente du Simba Floodborn qu'on attendait vraiment. Et pouf, vraiment la vidéo sort et genre 2 heures plus tard, paf, le Simba Alter qui sort, c'est assez incroyable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. C'est l'équivalent donc de libérer les titans. Vous connaissez bien cette carte parce qu'on l'a pas mal vu jouer au chapitre 3. Et bah du coup c'est pas mal comme alter, certes les stats sont un peu en deçà, j'aurais bien mis un deuxième petit point de l'or pour qu'il fasse vraiment plaisir, parce que il est un peu en compétition par exemple avec la bête qui coûte 1 de moins, qui est 4-4 mais 2 de l'or, elle gère que les objets, pas les lieux, mais c'est plus souvent des objets qu'on veut bannir que des lieux dans les match-ups. Donc, je suis pas sûr qu'il va être joué, je pense que les autres cartes qui bannissent des objets vont être plus intéressantes en général, et du coup bah ça va être compliqué de jouer ce Simba. Mais c'est quand même de l'alter 4, donc potentiellement un nouvel alter qui peut essayer de chanter des chansons dès le tour 4. Des petits Simba, il y en a plein. Donc à voir, peut-être jouable, je pense qu'il va être un peu boudé parce que je pense qu'il y a plus efficace. Si jamais les lieux reviennent énormément dans la méta, peut-être que les gens rentreront ce Simba plutôt que libérer les titans parce qu'au moins il y a des stats à côté. Et ça c'est pas inintéressant, même si jamais les stats sont les mauvaises stats parce qu'il se prend Medusa et Zeus. La carte numéro... alors je dis numéro 18, vu que j'ai changé mes numéros, c'est sûrement pas du tout la numéro 18, mais bref. Pour 3, la librairie, 8 de vie, 1 de l'or. Déjà intéressant quand même, tour 3 d'avoir un lieu avec 1 de l'or et 8 de vie, c'est quand même pas dégueu. On rentre dedans pour 1, et quand un personnage est banni tant qu'il est dans ce lieu, vous pouvez piocher une carte. C'est très fort, parce que c'est pas banni durant un défi, et c'est pas non plus seulement pendant le tour adverse ou pendant votre tour, c'est tout le temps. Si vous allez attaquer un personnage adverse, vous vous mettez dans la librairie, vous attaquez, il est banni, vous piochez une carte. C'est super efficace parce que ça peut être instantané. Contrairement au château de la reine où vous devez attendre de voir si l'adversaire vous gère ou pas. Donc la librairie est vraiment pas mal, elle coûte 1 de moins. Maintenant j'ai toujours le même problème par rapport au château de la reine, des trucs comme ça. Déjà par rapport au château de la reine, il fait quand même 1 de l'or de moins. Le château de la reine, sa grosse utilisation justement dans les parties très souvent, c'est le fait qu'elle fasse du lore. La pioche, c'est tant mieux si vous l'avez, c'est même un énorme avantage, mais souvent ça va être contré. Et en plus de ça, il faut le jouer, puis mettre des personnages dessus, c'est pas si simple. Là, ici, bah, c'est un peu pareil. L'avantage, c'est que 8 de vide au tour 3, ça va être plus difficile à gérer. Le désavantage, bah, c'est que faut quand même rentrer des personnages dedans et trouver un moyen de les bannir. À mes yeux, c'est pas si simple que ça d'utiliser. Je pense que ça va être sympa, je pense que ça va être testé, de toute façon ça va être testé comme remplacement de Château de la Reine, et à voir si jamais c'est plus efficace ou pas. Je pense que pour les decks balais ça peut être un bon remplacement, parce que vu que les decks balais avec Mickey ont tendance à charger comme des malades, et à se sacrifier, et à remonter en main, etc. Donc c'est très facile de pouvoir faire de la pioche, ça peut être intéressant. Maintenant dans les autres decks plus classiques, encore une fois avec des personnages qu'on charge, c'est fort. Donc Madame Mime Renard avec Maui, en violet rouge, typiquement cette carte je pense qu'elle peut vraiment bien rentrer parce que tu poses ta Madame Mime tour 3, tour 4 tu poses la librairie, tu rentres Madame Mime dedans pour 1, tu l'envoies attaquer, bim ça fait des trucs. Donc intéressant. On continue avec Pacha, alors celle-là dans les decks bleus, oh là là. Pour 3 ancrables, une 0,4 de l'or, donc déjà j'ai des super stats parce qu'il esquive fracassé et qu'il a 2 de l'or, donc il peut essayer de faire du lore à un moment dans la partie. Au début de votre tour, si vous avez un objet en jeu, vous gagnez 1 de l'or. Comme ça. Gratos. Et ça, c'est vraiment fort pour tes decks bleus. Ça, c'est vraiment, vraiment super fort. Mais en plus de ça, au début de votre tour, si vous avez un lieu en jeu, vous gagnez encore 1 de l'or. Les decks objets lieux, en bleu et quelque chose, je sais pas quoi, ça continue d'avoir des cartes pour essayer de faire des combos entre les deux. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, à voir comment ça va se passer. De toute façon, encore une fois, avoir un objet en jeu, ça se résume à avoir une glace à l'eau. Donc, il va trigger sa capacité Pacha. Il y a trop d'objets en bleu de base pour que ce soit vraiment pas triggerable. Même les decks qui ont du pet objet, ils pètent pas tous les objets en général. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un Aladdin qui est tapé pendant 1000 ans. Et vu que les 0,4, c'est dur à gérer instantanément à ce tour-là. Donc, oui, il y a bagarre, des trucs comme ça. Mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne carte. Un petit lieu, un petit objet et YOLO, c'est parti. Donc,
À voir si ça va être gardé dans la longueur, mais ça permet de faire des decks un peu plus rush, ou en tout cas de prendre les premiers points nécessaires pour pouvoir finir la partie plutôt en bleu quelque chose. Pas inintéressant. Vraiment une bonne onco, je pense. Gazelle pour 3, 2-3, 2 de l'or, Méloman 5. Bah le problème c'est que quand t'es Méloman 5, tu pars pas à l'aventure et du coup bah, le 2 de l'or est moins utile. Donc on aurait peut-être préféré qu'elle ait des points de vie de plus pour résister au potentiel blast, quitte à avoir un d'or de moins. Donc bah non malheureusement Gazelle je suis pas très fan. Je préfère clairement Gaston qui est 3-3, 1 de l'or parce qu'au moins s'il va attaquer il est plus utile. Quoi tu me diras par rapport à Gazelle et Gaston, ouais même combat. Mais c'est juste j'aurais préféré bah, une 2-4, 1 de l'or. Voilà tout simplement. Vénélope Von Schwetz est là, alors là, oh là là, encore une fois, le deck jaune princesse qui baisse la force adverse, il y a des trucs à faire. Parce que là donc on a pour 4 une 2-4 de l'or qui est déjà un shift 2, donc elle peut arriver très très tôt. Et à chaque fois que vous jouez une autre princesse, tous les personnages adverses ont moins 1 d'attaque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc si vous jouez une princesse par tour, la table adverse a toujours moins 1 d'attaque. Et mine de rien, ça rend vos princesses vachement plus safe. Et donc bah, si vous jouez des princesses qui font du lore, si vous jouez des princesses qui rush, il y a vraiment un deck à faire autour de ça. On parlait encore une fois de jaune-bleu, le deck princesse potentiel. Mais ça peut être un deck princesse plus reine aussi potentiellement. Vu qu'on a vu qu'il y avait pas mal de reines différentes en bleu-jaune. Donc à voir comment faire ce mix. Mais je pense que c'est pas une carte inintéressante, je pense que c'est une carte qui peut être jouée dans un archétype très précis. C'est juste que je sais pas si cet archétype va être genre T2 ou T1. Mais bleu-jaune, chape 5, je pense que vraiment ça peut être joué. On continue avec Ratigan's Party, donc un lieu 2 de coups, 7 de vie. 1 pour rentrer dedans, et tant que vous avez au moins un personnage endommagé sur ce lieu gagne plus 2 de l'or. Bah en fait je me dis qu'il y a Agrabah qui est pas beaucoup plus cher, qui a certes un peu moins de vie mais qui a 2 de l'or de base, donc je me dis toujours parce que c'est pas plus 2 par personnage sur lieu, il faut qu'il y en ait au moins un et ça fait plus 2. Ça arrive au tour 2 certes, mais 7 de vie ça se fait quand même relativement facilement avec des personnages un peu en début de partie. Faut mettre des personnages dessus qui sont endommagés, donc faut que tu joues des personnages qui s'endommagent directement et que tu les utilises jamais. Bref, ça fait du lore. Mais les decks du genre, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir jouer cette carte là. Alors en rouge-jaune très clairement, hein, parce que tu joues des personnages endommagés que tu pourras soigner avec réponse plus tard. Il y a des trucs à faire. Mais c'est une perte de tempo assez sèche quand même je trouve. Et du coup bah je sais pas si jamais le lore rentabilisé là-dessus sera si efficace que ça. Je suis pas bien sûr. La garde royale pour 4, 1, 7, 1 de l'or, bah rien à dire, c'est une vanilla. Et en fait le problème c'est qu'il a pas rempart. S'il avait rempart peut-être qu'il y aurait des trucs à dire, mais là il a pas rempart, donc bah il peut juste complètement l'ignorer vu que ce personnage qui a que 1 d'attaque, il fera jamais grand chose. Et s'il attaque des 3-3, bah il se fera bannir avant de pouvoir les bannir, alors que des 3-3 ça coûte 3. Donc vraiment cette répartition de stats est super nulle. Je suis vraiment, je veux dire... Si on enlève 3 et qu'on met 3, ouais c'est ça, c'est une 4-4. En fait si on rééquilibre les stats, pardon, c'est une 4-4, 1 de l'or. Bah encore une fois il manque 1 de l'or. Ou autre chose. Avec 2 de l'or la carte aurait été intéressante en vrai. Mais non, tel quel, vraiment rien à faire. Maximus, on continue de vouloir faire des decks en rubis où on met des personnages avec énormément de patates. Pour 6 ancrables, une 3-5 de l'or, des stats intéressantes, mais encore une fois, les mauvais stats, parce que et 3 d'attaque et 5 de vie, je vais pas me répéter, mais vous avez l'idée, je pense. À la fin de votre tour, si un de vos personnages a 5 d'attaque au plus, vous gagnez 2 éclats de l'or, s'il a 10 d'attaque au plus, vous gagnez 5 éclats de l'or à la place. Vu que c'est à la fin du tour, je pense que les boosts de force qui durent jusqu'à la fin du tour, je pense qu'ils fonctionnent. Je pense que vous avez encore les boosts de force. Donc clairement, les boosts de force temporaires seront efficaces avec Maximus. Et je pense que le but un peu de Maximus, justement, c'est de mettre des personnages que vous allez booster plus tard. Maximus lui-même, si vous lui mettez plus de l'attaque, il va quand même faire 2 de l'or par tour, en plus de ces 2 de l'or quand il s'incline. Donc ça peut aller très très vite. Et le 10 d'attaque au plus qui fait 5 éclats de l'or, ça c'est incroyable. Et on a vu quelques personnages quand même en rouge qui avaient déjà beaucoup de patates de base, voire même qui avaient directement 10. On a vu le fameux Gaston, justement, qui peut entrer en jeu avec des personnages endommagés. Donc... il y a peut-être des trucs à faire. Super rare, intéressante parce qu'encore une fois on fait du gameplay horizontal, on ouvre de nouvelles possibilités. Là tel quel pour l'instant j'ai toujours du mal, je pense toujours que cette mécanique bien qu'intéressante manque encore un peu de support et qu'il faut... Ah, alors je fais une mauvaise vanne sans le vouloir en parlant de support, donc de soutien. Mais en vrai, rouge-bleu soutien, des personnages qui ont soutien... bah ils donnent leur patate à des personnages machin et tout, et du coup ils ont beaucoup de force à la fin du tour, et du coup bah ça trigger Maximus. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus sur... je joue bleu-rouge soutien, je mets des trucs sur les personnages rouges et je fais des trucs sympas. À voir, écoutez. Je viens d'y penser seulement à l'instant, peut-être ça peut faire des choses. Je vous laisserai tester et me dire en commentaire si ça marche bien.
Pour 5 revive, et revive je suis trop triste parce que j'avais mal lu la carte à la base et en fait je pensais que c'était n'importe quel personnage de la défausse, mais non. Pour 5, ça nous permet de jouer un personnage qui coûte 5 ou moins de votre défausse gratuitement. Carte incroyable en Mufasa, vous vous en doutez, parce que vous allez ramener forcément Mufasa de la défausse, et du coup Mufasa ramènera un autre personnage de votre deck, et ainsi de suite, donc c'est super rentable. En dehors de Mufasa, bah, il faut vraiment avoir des personnages à 5 centraux dans le deck, et je pense que c'est pas assez efficace. La reine, elle coûtait combien? Attendez, la reine qu'on avait vue en bleu, là, qui était vachement efficace. Elle coûte 5, hein, donc peut-être en bleu, jaune, princesse, reine, tout ça, ramener cette reine-là, ça peut être pratique aussi, vu qu'elle est super centrale dans le deck. À voir. Tel quel, quand même, j'ai quelques doutes sur si jamais ça va vraiment être joué ou pas, en dehors de Mufasa. Nous avons la moitié de la couronne de Exwell, alors je sais plus le nom en français, alors qu'en plus j'ai la carte, parce que c'est justement la carte qui était présente dans les petits paquets Ursula. Le temps est passé, maintenant je pense qu'on peut un peu spoiler la chose. Et bah on a une autre illustration, ce qui est assez intéressant, et une carte qui est très importante pour le lore, vous allez voir ça dans quelques cartes justement. Alors, cette couronne, elle a la capacité un peu du miroir de la reine, parce que du miroir magique, pardon, parce qu'on peut l'incliner, payer 2 et piocher une carte. On peut aussi l'incliner... Non, attendez, c'était pas pour 2, c'était pour plus, le miroir. Ah, j'ai un gros doute, c'était pour 3, hein. Attendez, je vérifie ça en 2 spies sans faire de cut. Ah, mais mirror, pas miroir. Oh. Magic Mirror, ouais, c'était pour 4. Oui, non, j'ai rien dit. Attendez, ça change beaucoup de choses en vrai. Parce que pour 2 seulement, on pioche une carte. C'est vraiment pas mal. Et on peut aussi l'incliner, payer 2 et défausser une carte pour incliner un personnage adverse. Bon. Enfin, incliner un personnage. N'importe lequel. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, pour 6, non ancrable, ça peut faire un bon outil de pioche, mais c'est ultra cher. Ça sera pété par le premier décret qui passe par là. Ou vert, vu que vert, je rappelle, a beaucoup de pet objets maintenant aussi. Et du coup, non, bah non, j'ai pas grand chose qui me dise que ça peut marcher ce genre de deck. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Enfin, ce genre de deck, ce genre de carte. Je pense que ça coûte trop cher. Même si la pioche est très intéressante pour seulement 2, je pense que ça coûte quand même trop cher pour le jouer efficacement. Et donc, cette couronne, bah, elle est recherchée par Basile. Et Basile, la carte, c'est Hypnotic Deduction. Regardez les yeux à Basile. Basile est sous hypnose. Mais qui l'a hypnotisé? On verra ça juste après. Parce que pour 2 ancrables, on peut piocher 3 cartes, puis remettre 2 cartes de notre main sur le dessus de notre deck dans n'importe quel ordre. C'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez prévoir les tours d'après. Vous pouvez par exemple enlever vos chansons de vos mains pour les piocher plus tard, pour éviter l'Ursula. Ce genre de choses-là. Et être sûr de pouvoir jouer la chanson le tour où vous la piochez. Donc c'est vraiment pas mauvais comme carte dans l'idée, même si jamais vous allez utiliser une carte, en piocher 3, en mettre 2. Donc si vous aviez 3 cartes en main au moment de jouer cette carte, vous finirez avec 3 cartes en main. Donc vous aurez réorganisé un peu votre pioche potentiellement, mais je trouve ça pas forcément assez intéressant. C'est pas une chanson, donc ça manque d'un petit quelque chose. Mais voilà, a security device, easily defeated of course. Donc un dispositif de sécurité que je vais défaire facilement bien sûr. Et une fois que j'aurai récupéré la couronne, je pourrai lui ramener. Mais qui? À qui pourrait-il ramener la couronne? Qui serait le grand méchant, le prochain grand méchant de l'Orcana? Petit indice, avec cette force hypnotique, pour 2 ancrables, on pioche une carte, puis le personnage qui a été sélectionné, on choisit un personnage qui gagne offensif +2 jusqu'à la fin du tour. Et la petite phrase, soudainement, Basile a ressenti un très fort désir de trouver la couronne brisée. Donc encore une fois, un personnage qui hypnotise, un personnage qui a un sceptre en forme de serpent. Wink wink, je pense que vous avez la ref. De toute façon, on va la voir juste après, je vais pas mentir. Mais donc, piocher une carte et donner plus d'attaque, c'est pas inintéressant. Encore une fois, j'aime bien les cartes qui coûtent pas cher et qui piochent parce que du coup, ça cycle votre deck. Plus d'attaque, ça peut faire des surprises en termes de, de tour, de trade, tout simplement. Je sais pas si c'est assez fort pour être utilisé. C'est une version un peu supérieure d'improviser en vert. Parce que ça coûte un peu plus cher, mais ça donne plus 2 au lieu de plus 1. Donc, à voir. Là, tel quel, j'ai pas grand espoir pour cette carte. On verra à l'avenir, mais je n'y crois pas trop. Mais donc, qui utilisait ce fameux spectre? C'est le fameux Jafar, violet-gris, tout ça. Pour 6, 0,7, 2 de l'or, Challenger 7. Donc déjà, c'est une 7-7 quand elle attaque. Donc 0,7, 2 de l'or. Le problème, c'est qu'il se prend 6 sous, brawl, tout ce que tu veux avec ses 0 d'attaque de base. Donc ça, c'est un peu dommage. Bah non, il est pas dégueu et surtout, il a la capacité qu'aurait dû avoir Gantu au chapitre 1. Les personnages adverses avec 4 de coups ou moins ne peuvent pas défier. Tout court. Et là, les decks, par exemple, les decks Viouge. Je veux dire, à part Medusa Maui, des personnages à plus de 4, bah il n'y en a pas les masses.
Et du coup, bah, c'est le genre de deck qui pourrait être vraiment en galère parce qu'il pourrait plus attaquer du tout. Et du coup, vous pouvez juste poser des personnages et faire du lore et essayer de gagner la partie comme ça. Challenger 7 lui permet d'être tranquille, de pouvoir attaquer quand même des bonnes cibles en face. 7-7 de lore au tour 6, c'est vraiment pas dégueu comme stat pour pouvoir attaquer en face. Et d'ailleurs, de pas se faire contrer. Et du coup, il gagne ses trades contre typiquement, bah voilà, Medusa ou Maui. Il gagne ses trades contre eux. Donc, pas inintéressant. Si jamais il n'y a pas de grosse menace en face, il peut partir à l'aventure et être tranquille. Et vos autres personnages aussi. Donc je le trouve pas mal ce Jafar en vrai, je pense qu'il y a des decks à faire avec, je pense des decks un peu rush. Alors en violet gris, Jafar et bleu, tout ça, ça ne sera pas joué parce que je pense que c'est pas assez efficace, c'est pas du tout le même genre de deck que tu veux faire. Mais j'aime bien cette capacité, je la trouve intéressante, je pense qu'il y a des decks à faire autour et je pense que bah voilà, c'est un bon perso. Il lui manque un petit alter pour être joué plus vite, mais quand même au tour 6, bah, quand tu poses une 7-7 de lore, si tu joues pas contre rouge en face, bah t'es plutôt pas mal. Hein. Camilo Madrigal, la carte qui va encore rendre plus possible les decks bleu-violet. Plus on avance dans 7, plus on voit de cartes qui rendent le bleu-violet possible. Et celle-là en fait partie pour 6, une 3-7-1 de lore. Mais quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez gagner le lore égal au lore d'un de vos personnages. Puis vous remontez ce personnage en main. Alors, Return that Karaten to your end, je pense que c'est Camilo Madrigal qui remonte en main. Je pense pas que c'est le personnage qui est en jeu. Sinon ça aurait été Return the Chosen Character in Hands. Mais mine de rien, vu qu'en violet, en violet bleu, le but c'est aussi de jouer des gros personnages et le sous-fétiche potentiellement, mais c'est juste que c'est un deck où on va aussi profiter d'avoir des mimes pour prendre l'avantage en mid-game. On va essayer de faire du ramp, on va essayer de jouer la mime dragon qui a 4 de lore. On va essayer voilà, d'avoir des personnages avec beaucoup de lore et des gros effets comme ça. Et ben mine de rien, vu qu'on est dans un deck qui a la possibilité de jouer beaucoup de personnages à 4 de lore, bah Camilo Madrigal, plus sous-fétiche, ça fait des finishers assez insane quand même. Et en plus il coûte 6, donc bah voilà, tour 6 vous jouez Camilo, tour 7 sous-fétiche, si vous aviez déjà un personnage à 5 $ avant, vous êtes vachement bien. Donc, pas inintéressant, peut-être un peu cher pour son effet, mais vu qu'il remonte en main, vous pouvez le rejouer derrière et refaire son effet potentiellement avec d'autres personnages. C'est juste que vous ne faites pas à chaque tour, sinon ça aurait été beaucoup trop rapide. Et au pire, vous pourrez toujours l'ancrer, hein, s'il y a besoin, on sait jamais, pour essayer de faire un combo sous fétiche un peu béto, un peu débilos derrière, quoi. A voir, j'aime bien la carte, je la trouve intéressante, je pense que c'est une bonne carte pour bleu-violet, avec bah, justement donc, des mimes dragons, des Ariel qui ont 5 de l'or, des Tamatoa potentiellement, même si je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'objets en violet-bleu, faut voir si jamais il y en a tant que ça qui seront joués. Bref, j'aime beaucoup cette carte. Clarabelle, j'adore encore une fois ce genre de carte, je pense que le deck jaune-vert où tu vides ta main non-stop va être très intéressant. Clarabelle pour 7, 5, 6 de l'or, Alter 5, et elle s'altère justement sur la Clarabelle qui disait que quand vous la jouiez, si l'adversaire avait plus de cartes en main que vous piochez une carte, donc encore une fois la mécanique, elle est bien soutenue. Et donc à la fin de votre tour, vous choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher autant, enfin vous pouvez piocher pour en avoir autant que lui. Pour moi, clairement, vous allez jouer un deck jaune-vert dont le but c'est de faire piocher l'adversaire pour en profiter et piocher aussi de votre côté, mais surtout jouer beaucoup de petits personnages, vider votre main très très vite avec plein de personnages qui ont peu de lore. Et du coup derrière, grâce à Clarabelle, grâce à l'action, c'est quoi? C'est pas tu m'as oublié, c'est l'autre, c'est souviens-toi qui tu es, un truc comme ça. Vous allez pouvoir repiocher des cartes et donc continuer de toujours mettre des cartes en jeu. Et si l'adversaire il a plus de cartes en main, bah, c'est qu'il est top deck aussi et donc potentiellement qu'il est en danger face à un deck rush. Donc j'aime bien cette Clarabelle, je pense que vert jaune c'est les bonnes couleurs pour la jouer, j'ai du mal à l'imaginer être joué dans un autre duo de couleurs, vu ses capacités. Parce que les autres couleurs vont avoir pas mal de pioches en général, donc là tel quel... Peut-être vert rouge ceci dit. Hein. En vrai, vert rouge avec les insaisissables et tout, ça peut aussi être un duo de couleurs où t'es content d'avoir de la pioche en plus parce que l'adversaire va avoir pas mal de cartes en main. Donc à voir. Et d'ailleurs, bah, 5-6 comme ça, c'est vraiment pas dégueu. Elle trade Maui équitablement, elle a 2 de l'or, donc pourquoi pas. Mirabel Madrigal, la carte quasiment injouable parce que l'Orcana n'est pas un jeu où on fait du board. Pour 5 ancrables, on a une 5-5, 5 de l'or et on voit pour la première fois le logo d'un personnage 5 de l'or. Et pour être honnête, j'en suis pas très fan, je le trouve pas très joli. Je pense que soit on avait la place d'en mettre 5 verticalement, soit je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est d'en mettre 3 verticalement et 2 à côté, comme ça on pouvait monter à 6 maximum. Après, l'avantage de ce logo là, évidemment, c'est qu'on peut mettre des personnages à 10 de l'or si on veut maintenant. On a le petit logo pour faire ça. Et pourquoi elle est pas folle alors que pour 5, 5, 5, 5 $ ça paraît incroyable? Parce qu'on peut pas la jouer si on n'a pas déjà 5 personnages ou plus en jeu. Et vraiment, 5 persos ou plus en jeu, ça arrive très rarement. Et les rares parties où ça arrive, c'est des parties où vous êtes vraiment très très bien. Du coup, c'est du win more et je n'aime pas le win more. Les gens ont trouvé
manière un peu intéressante de pouvoir la jouer de manière marrante, c'est avec la reine verte qui dit qu'on défausse une carte de sa main pour gagner autant de l'or que le lore de la carte qu'on défausse. Et le but, ça serait d'utiliser la reine pour défausser Mirabelle Madrigal, puis d'utiliser Blanche-Neige qui, quand elle part à l'aventure, récupère une carte de sa défausse. Comme ça, on récupère Mirabelle et on peut faire ça plusieurs fois. Le problème, évidemment, étant que la reine, c'est une 2-3, donc elle va se faire massacrer seconde 1, et du coup, vous ne pourrez plus faire ça derrière. Donc très dommage, parce qu'en plus c'est vraiment, vous pouvez pas jouer ce personnage, donc même si vous essayez de le jouer avec des trucs du genre le revive qu'on a vu avant, ou même avec Mufasa ou des choses comme ça ne marchera pas parce qu'on peut pas la jouer. C'est pas des capacités qui mettent en jeu, c'est des capacités qui permettent de jouer gratuitement, mais là on peut pas la jouer, donc ça ne marche pas. Donc vraiment, Mirabelle Madrigal, un peu dommage, parce que trop compliqué de la mettre en place, quoi, vraiment. Si jamais c'était 3 ou 4 personnages, j'aurais peut-être dit, ah peut-être, mais 5 vraiment, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Et la dernière carte qui est pour moi la légendaire la plus intéressante qu'on a vue parmi les 5 qu'on a vues aujourd'hui, Anna, pour 3, une 2-3 de l'or. Bon, pourquoi pas. Quand on joue ce personnage, on peut payer 2 pour choisir. Et vous savez, j'adore d'avoir des choix. J'adore le fait d'avoir des choix dans les jeux de cartes. Je trouve que c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et donc, on peut choisir un parmi... Chaque adversaire choisit et défausse une carte, donc c'est soit une carte de défausse, Anna, quand elle rentre en jeu, paf, c'est de la défausse directement. C'est pas inintéressant. Surtout si l'adversaire n'a plus qu'une carte en main, pour 5, bam, vous la jouez, vous défaussez la dernière carte de l'adversaire qu'il avait dans sa main, et en plus vous avez une 2-3 de l'or, donc c'est vraiment pas dégueu. Ou alors, le personnage choisi gagne plus de l'attaque pour ce tour, ça permet de faire des trades intéressants, mais je pense que c'est la capacité la moins forte parmi celles-ci. Ou alors, pour 5, vous avez une 2-3 et vous bannissez un personnage endommagé en face. Ça, c'est super fort au tour 5. Parce que vous avez, encore une fois, envers gris, la capacité de blesser des personnages adverses. Et donc, je pense que c'est une carte incroyable envers gris dégâts directs, parce que c'est une carte qui va permettre de bannir des personnages pour seulement 5. Et en plus, vous avez une 2-3 derrière qui fait du lore. Encore une fois, envers gris, dégâts directs. On a tellement de dégâts directs et de cartes qui font du rush et qui servent dans ce genre de mécanique que je pense que c'est un deck qui va peut-être s'essouffler très vite, mais qui va aller très vite, très droit. Et si vous n'avez pas de gros reset pour l'arrêter, vous allez galérer. Et si votre reset c'est une chanson, potentiellement il y aura celui-là à 2 qui pourra gérer ça. Donc, j'aime beaucoup cette Anna. La capacité de défausser ou de bannir est vraiment très intéressante. Celle du plus de l'attaque est ultra situationnelle, à la limite pour taper un lieu et encore. Et donc vraiment, cette Anna est vraiment très cool, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle va être jouée. Et voilà, vert gris dégâts direct, il y a trop de cartes, au bout d'un moment, il y a tellement de cartes, comment ça ne peut pas marcher? Dites-le moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé de voir autant de légendaires d'un coup. Comme vous l'avez vu, mine de rien, il y a beaucoup de cartes qui sortent, qui pourraient créer des decks à elles toutes seules, mais qui ne rentrent pas forcément dans les decks actuels. Il y en a quelques-unes qui le font, mais je ne sais pas à quel point elles vont être rentables, je ne sais pas à quel point elles pourront prendre de la place dans les decks actuels. Mais on a plein de cartes qui créent plein de synergies différentes, et je pense qu'il y a plein de duos de couleurs qu'on ne voyait pas avant qui pourraient revenir au goût du jour. On parlait de bleu-violet, on parlait de bleu-jaune, et on a aussi un peu parlé de jaune-vert, même si peut-être que lui c'est compliqué, blablabla. On verra ça. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut encore que je tourne la vidéo des tops et des flops et que je monte cette vidéo, tout ça dans la même journée alors qu'il fait 46 milliards de degrés. J'espère que vous passez un beau week-end et je vous fais sur ce des gros bisous. Ciao tout le monde. N'est qu'à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT à 10 jours du Lordscana Challenge. Alila, Hyper, son paroxysme, j'espère que vous êtes